sur le plateau du Live TV Finance et on refait la semaine économique avec Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef économiste de Aurel BGC. Donc la saison des publications de résultats continue aux États-Unis comme en Europe, mais aux États-Unis, on voit que les prévisions, en tout cas, de résultats sont revues à la baisse pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Alors c'est un peu la macroéconomie qui rattrape finalement les entreprises. Alors sur le fond, on bat le consensus sur le quatrième trimestre. On peut pas dire que c'est mauvais en soi, mais on voit derrière un discours très prudent des chefs d'entreprise. Je vous prends l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola qui nous dit j'ai des résultats, ça va, j'ai même réussi à monter mes prix, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général c'est quand même un secteur assez concurrentiel et on voit Procter & Gamble, Colgate, tous remontent leurs prix en ce moment. Donc ça serait ce qu'on appelle dans le jargon du pricing power. On retrouve un petit peu d'une capacité à monter les prix. C'est plutôt positif, mais ils font derrière des guidances, des prévisions sur l'année 2019 en disant il y a une grosse incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes sur la croissance mondiale, on n'est pas sûr que les mouvements de change soient pas défavorables cette année, les coûts de transport peuvent laminer nos marges en quelques instants, donc on préfère être très prudent dans nos projections. On l'avait vu sur Amazon, on l'avait vu sur plein d'entreprises aujourd'hui, 3M, toutes des entreprises industrielles aussi qui sont très prudents. Donc je dirais qu'ils sont un peu contaminés, il y a un ralentissement en cours et du coup toutes les entreprises sont en mode prudence dans leur communication en vraiment révisant à la baisse leurs projections pour l'année 2019. Et vous parliez de Coca-Cola hier qui a dégringolé en bourse de 8% à l'annonce justement de ses résultats, mais est-ce que c'est pas quand même un peu sévère de la part des marchés de sanctionner si durement? Alors c'est classique, en résultat, là il y avait une déception, bon on a corrigé, ça peut paraître violent, mais ce qui ressort surtout, moi je trouve, c'est que la bourse a rebondi. Alors en décembre on était sur le scénario noir, c'est la fin du monde, c'est la récession aux États-Unis. Bon, on n'est pas dans ce cas extrême, donc je pense qu'on ressort un peu, on a eu le rebond en janvier, mais j'ai l'impression qu'au niveau microéconomique, en tout cas, au niveau des sociétés, on n'aura pas de moteur très fort pour les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont là, qui sont bons, qui sont pas catastrophiques, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas non plus merveilleux, quoi. Derrière, on a quand même un ralentissement économique, on a quand même des résultats qui sont un peu inférieurs au consensus. Juste un élément qui marque les esprits, en glissement sur un an au premier trimestre, on attend moins 4 sur les profits des entreprises américaines, donc on passe dans les négatifs. Alors bon, il y a des effets de base, il y a plein d'éléments qui jouent, mais il y a quand même un mouvement, on se dit aujourd'hui c'est fini le free lunch, dans le sens où on avait une croissance à 2 chiffres des résultats des entreprises, grâce en grande partie à la réforme fiscale l'année dernière qui a vraiment boosté les résultats des entreprises américaines, et là on vient dans le dur, et le dur c'est quand même un ralentissement du chiffre d'affaires, des marges qui sont sous pression, et derrière beaucoup d'incertitudes sur l'économie mondiale, ce qui fait que tout le monde est prudent, donc ça donne pas forcément beaucoup de marge pour le S&P en termes d'appréciation. On a peut-être rebondi, mais le rebond derrière, pour être alimenté, pour se poursuivre, il n'y aura pas en tout cas les résultats des entreprises qui seront là. Il n'y a pas de vraie tendance, mais on peut imaginer qu'il y a des soulagements successifs avec le shutdown hier, puisqu'un accord a été trouvé. Peut-être dans quelques semaines avec cet accord Chine-États-Unis, c'est comme ça que ça va se passer à présent? Maintenant, la grande question qu'on va tous savoir, c'est ralentissement, ok. Bon, c'est acquis, on l'a vu aussi avec des chiffres assez médiocres en Europe et aux États-Unis. Donc il y a un mouvement très net de ralentissement de l'économie mondiale, un blocage du commerce international. Alors, on se dit c'est l'effet Trump, c'est l'effet guerre commerciale États-Unis-Chine. La vraie question aujourd'hui qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est un simple trou d'air? Est-ce qu'on a vraiment eu ce ralentissement et puis ça va repartir derrière? Et pourquoi ça repartirait? Parce que les États-Unis vont se mettre d'accord avec la Chine, Monsieur Trump va pas refaire un shutdown de l'administration tous les mois, donc ça c'était un coup mauvais pour décembre-janvier, mais la croissance va redémarrer. Donc est-ce qu'on est véritablement sur un simple trou d'air? Dans ce cas-là, on va acheter la bourse et on va se dire c'est qu'un passage, les entreprises étaient prudentes, donc il y a beaucoup à gagner parce qu'elles vont pouvoir réviser au deuxième semestre. Donc est-ce qu'on joue le deuxième semestre 2019 ou est-ce qu'on est face à un ralentissement beaucoup plus durable? Et là, ça sera vraiment la question des prochains jours et des prochaines semaines. Donc, on va regarder de très près. Il ne faut pas être déçu sur la guerre commerciale. Il faut vraiment qu'il y ait un accord commercial. Ça, c'est un élément clé. Donc, on va attendre ces éléments-là. On va voir ce qui va se passer sur le Brexit. On va voir sur les risques politiques. Il faut quand même qu'on n'ait pas de déception majeure. Mais si on écarte un peu ces déceptions, on va très vite se poser la question, est-ce que ça réaccélère? Et c'est là véritablement la question qu'il va falloir se poser. Regarder de très près tous les chiffres, les indicateurs économiques pour voir est-ce qu'il y a vraiment une rupture durable ou est-ce que c'est vraiment ces éléments géopolitiques qui ont vraiment freiné
freiner la conjoncture internationale. Et les indicateurs de croissance étaient très mauvais en début d'année par les prévisionnistes. Certains annonçaient même une récession en 2020 aux États-Unis. C'est pour ça que la Fed a agi notamment. Est-ce que ce sera suffisant? C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de visibilité. De toute façon, quand les banquiers centraux nous parlent du mot patience, en gros, c'est patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rien faire. Et pourquoi je fais rien? Parce que je vois rien. Donc après, c'est difficile, eux-mêmes qui regardent quand même l'économie, qui ont des services d'économistes assez fournis, ils disent, là, on est dans une incertitude totale. Madame Lagarde nous dit, il y a des nuages, attention que ça ne devienne pas une tempête. Donc on voit que tout le monde est un peu sur ses gardes et on voit qu'on manque de visibilité. Donc après, c'est pas étonnant que les entreprises nous disent la même chose. Donc on a ce manque de visibilité. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des éléments très négatifs sur la fin 2018, début d'année, qui a vraiment bloqué la marge des affaires. On a eu vraiment des réactions, des surréactions des agents économiques. Moi, j'ai l'espoir que ça redémarre derrière. Mais par contre, ce qu'on va avoir très clairement sur décembre, janvier et février, on va avoir des statistiques particulièrement mauvaises. Ce qui me fait dire que quand même, on va avoir des signaux qui vont peut être porteurs pour les marchés et qui vont alimenter cette incertitude. Après, on peut avoir l'espoir que ça redémarre, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans cette phase un petit peu mitigée, pas de visibilité, pas d'indicateurs très positifs. Donc on va avoir des statistiques mauvaises aux États-Unis, mais aussi en Chine, puisque si on regarde les statistiques de commerce extérieur chinois, on remarque une chute de 41% des importations chinoises de produits américains. C'est totalement le contraire de ce qu'ils veulent faire en fait. C'est tout le problématique, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, la réaction des Chinois, la crise qu'on a eue, ça a eu deux impacts majeurs, cette guerre commerciale. C'est une chute d'activité particulièrement violente dans le secteur des semi-conducteurs et dans tout ce qui est électronique. Encore ce matin, on a Singapour qui a sorti un PIB assez mauvais, très pénalisé par le secteur électronique. Donc on a des impacts très forts sur un secteur et je pense que derrière ça, c'est ZTE, c'est Huawei, c'est les attaques américaines vis-à-vis de ces groupes-là. C'est un impact très fort sur la Chine et la demande et sur certaines activités économiques en Chine. Et puis derrière, on a la Chine qui a complètement arrêté ses achats de produits agricoles. Et donc du coup, les exportations américaines se sont effondrées vers la Chine, ou importations chinoises de produits américains. Ça s'est complètement effondré et on voit qu'aujourd'hui, on a un creusement du déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine. Donc là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les Chinois parce que c'est pas ce qu'ils veulent non plus. Ils payent plus cher leur matière première agricole autre part. Et donc ça laisse la place plutôt à un accord commercial. Le gros problème, c'est jusqu'où va aller l'accord commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites qu'il faut un accord commercial pour que la Chine achète plus de semi-conducteurs aux États-Unis, achète plus de blé ou de produits agricoles, il n'y a pas de problème, les Chinois sont d'accord. Par contre, si vous dites à la Chine, l'accord commercial, c'est aussi plus subventionner vos entreprises publiques, c'est mettre plus de concurrence dans vos marchés intérieurs, c'est laisser les entreprises américaines venir chasser sur vos terres, là, il y aura sûrement une réticence et beaucoup plus de blocage. Donc je pense que là, on est vraiment dans une phase un peu compliquée en négociation. C'est jusqu'où l'administration américaine va aller dans l'organisation de l'économie domestique chinoise. C'est-à-dire jusqu'à quel point les États-Unis peuvent mettre la pression pour un changement du modèle. Et ce que veulent pas les Chinois. Donc je pense qu'on est vrai, le marché sous-estime un peu ce risque. Alors le bon côté des choses, c'est ces mauvaises statistiques. Ces mauvaises statistiques montrent que tout le monde est perdant. Donc on dit il va y avoir un accord. La Chine et les États-Unis sont perdants, voilà. Mais le gros problème, c'est les positionnements très forts de l'administration américaine qui pourraient véritablement bloquer ces négociations. Donc on est quand même dans une phase d'incertitude, même si ces données statistiques vont plutôt dans le sens qu'il faut un accord. Et un dernier point peut-être sur l'Europe, parce que finalement, nous, on est au milieu, on pâtit un peu de tout ça. On le voit avec les chiffres économiques qui sortent chaque semaine. L'Allemagne, hier, qui échappe de peu à la récession. Les prévisions de croissance à la baisse aussi pour la France. À quoi c'est dû en Europe? Est-ce que c'est dû effectivement à l'environnement ou c'est propre à l'Europe? Alors, il y a un ensemble de choses. C'est un peu tout le problème. C'est-à-dire qu'en Europe, on a clairement buté sur notre capacité de croissance. C'est-à-dire qu'on a eu une très forte année 2017 et 2018, on a eu des goulots d'étranglement, on a eu des freins à notre croissance, des freins de recrutement. Ça, c'est un élément important, c'est parce qu'on a le double discours des entreprises. On a d'un côté les entreprises qui nous disent ça ralentit au niveau mondial, on a du mal à exporter, c'est pas aussi dynamique, mais de l'autre, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent j'aurais pu faire mieux si j'avais eu le personnel qualifié. Donc on est sur ce double message où d'un côté, on a eu des vrais goulots d'étranglement, on a eu des vraies limites à la croissance européenne parce que la croissance européenne, elle reste contrainte, elle reste limitée en tendance. Donc on a eu cet effet-là et on a une Allemagne qui souffre et qui souffre immédiatement dès qu'il y a un ralentissement du commerce mondial. Et ça, on le voit, le ralentissement chinois, ça sanctionne, ça pèse peut-être sur les échanges entre les États-Unis et la Chine, mais ça pèse surtout sur l'Allemagne qui est très dépendante des biens d'investissement et de ses exportations vers la Chine. Donc on a un double effet, je dirais, de contraintes domestiques et d'un ralentissement mondial qui affecte beaucoup
plus l'Europe que finalement les États-Unis, qui sont beaucoup moins ouverts à l'extérieur et qui profitent encore d'une demande intérieure très dynamique. Et est-ce que justement un accord commercial avec les États-Unis qui est prévu maintenant pendant quelques mois pourra faire repartir cette Europe à la hausse? Alors je dirais oui et non. Oui en théorie parce que ça va un peu alléger la pression et ça peut redémarrer un petit peu, dynamiser le commerce mondial. Le problème c'est que M. Trump se prépare au deuxième tour et vous l'avez vu l'information d'après la presse comme quoi il s'attaquerait maintenant à l'industrie automobile qui pourrait monter les taxes de 25% parce que là c'est une question de sécurité nationale aussi. Hein. Il y a pas que les immigrants, il y a aussi les importations allemandes automobiles qui représentent un risque pour la sécurité nationale. Et donc là, si véritablement il se retourne et commence à taper sur l'industrie automobile, on sait que l'Allemagne est très dépendante de ce secteur. On a vu cet été ce que pouvait provoquer un choc dans ce secteur qui était un choc plutôt domestique lié aux normes anti-pollution, mais on voit l'impact que ça a eu sur la croissance allemande et l'industrie allemande. Donc on peut percevoir quel serait l'impact d'une hausse des droits de douane sur les importations automobiles. L'Allemagne et la Corée du Sud sont les deux pays les plus sensibles, avec le Japon aussi, à cette problématique-là. Et là, on est quand même face à un risque. Donc, on a quand même un risque aujourd'hui encore très fort qui vient plutôt de M. Trump. Et donc, il faut encore regarder Twitter et il faut encore regarder les prochains tweets de M. Trump concernant cette guerre commerciale qui pourrait être maintenant plus sur l'Europe que sur la Chine à terme. Oui, c'est à l'Europe de se préparer maintenant. Merci beaucoup, Christian Parizeau. Je rappelle que vous êtes le chef économiste de Aurel BGC.